Nous sommes dans le site docteurangélique.free.fr, toujours dans la série des leçons de philosophie du vivant à l'école du Père Marie-Dominique Philippe. Et je voudrais étudier dans cette leçon le sens du toucher. C'est le sens fondamental. On le voit d'ailleurs dans le domaine de la vie animale et dans l'ordre de l'apparition. Aussi bien dans les espèces vivantes, telles qu'on les constate en paléontologie, que dans l'embryogenèse, c'est-à-dire dans le développement de l'embryon, on constate que ce qui apparaît en premier, c'est le sens du toucher. Il n'y a pas d'autre sensation s'il n'y a pas touché. Et on pourrait même se demander s'il demeure une vie sensible possible si par hasard le sens du toucher avait disparu entièrement d'un corps humain. Parce que ça impliquerait en fait que tout le système des connexions nerveuses qui prend la totalité du corps, puisque le sens du toucher est présent sur tout le corps et même sur certains organes intérieurs au corps. Et ça impliquerait que toutes ces connexions nerveuses aient disparu. Et donc on se demande s'il serait possible qu'un tel homme ou un animal qui aurait cela puisse survivre. Dans la tétraplégie par exemple, donc lorsque la moelle épinière est tranchée assez haut dans le dos, il y a tout de même le sens du toucher sur le visage. C'est vrai que le reste du corps est comme un arbre mort, qui ne peut plus ni bouger, ni ressentir quoi que ce soit. Et on mettrait le feu aux pieds de quelqu'un qui est paraplégique ou tétraplégique, qui ne sentirait rien, sauf évidemment à l'odeur, parce que le sens, là, est toujours en activité. Dans le domaine de l'apparition de la vie, c'est la même chose. Lorsque la vie sensible apparaît, elle possède le sens du toucher. Et comme elle possède le sens du toucher, elle est capable de ressentir une douleur. Et donc, avec ce sens du toucher, apparaissent des passions, ou plutôt des pro-passions, des passions primitives, comme la fuite, parce qu'il y a douleur. C'est sans doute une fuite instinctive, mécanique, mais malgré tout, il y a le système nerveux et donc il y a la sensation du toucher, chez par exemple certains vers, comme le lombric. On ne peut pas dire que les autres sens, comme le goût, l'odorat, l'ouïe, la vision, sont des prolongements du sens du toucher, mais on peut dire qu'ils sont fondés dessus, et c'est particulièrement visible pour le goût, qui lui aussi s'exerce comme le toucher, en se confrontant directement à la réalité, en se collant à elle. À la différence, d'ailleurs, des sens qui sont beaucoup plus, entre guillemets, spirituels, en tout cas détachés, comme la vision ou l'audition, qui peuvent percevoir leur objet alors qu'ils se trouvent à distance. Au contraire, dans le toucher et dans le goût, il faut que l'objet soit tout contre la faculté sensible pour qu'il puisse être perçu. Et la conséquence immédiate de cette propriété, c'est que le sens du toucher n'a pas l'ampleur du sens de la vision, qui permet d'avoir une vision synthétique, panoramique de ce qui entoure. Le sens du toucher, il est dans l'immédiat, il ne peut accéder que la réalité qui est touchée, et uniquement l'endroit qui est touché. On peut même dire, en regardant l'évolution de la vie, et puis l'évolution de l'embryon humain, que sur ce sens du toucher, qui est le fondement, vient grandir et s'épanouir tout le reste de la vie sensible. Non seulement les autres sens, qui apparaissent peu à peu, un à un, mais aussi les passions, mais aussi les sens internes, imagination, mémoire, etc. Comme toutes les facultés de la vie sensible, ce qui caractérise le sens du toucher, c'est qu'il est conscient, donc il y a une conscience sensible quand le toucher existe, donc il faut bien le distinguer de la réaction d'un végétal qu'on toucherait et qui pourrait se rétracter. Lui n'a aucune conscience de ce qui se passe, je l'avais dit dans la leçon précédente. Deuxièmement, comme c'est une faculté sensible, il s'exerce aussi à travers un organe matériel. Donc il a quelque chose de la vie spirituelle qui ressemble par analogie, donc la conscience, même si ce n'est pas la même conscience que dans la vie spirituelle,
Et il a quelque chose de la vie biologique, très net, puisqu'il a comme elle un organe matériel indispensable, au point que s'il n'y a pas cet organe, il n'y a pas toucher, évidemment. Autre conséquence, étant le sens qui implique un contact direct avec la réalité extérieure, bien que la réalité extérieure n'entre pas dans le cerveau de la personne qui ressent, qui touche. Mais il faut le contact direct, peau contre peau, je dirais. Eh bien, en conséquence, ce sens-là sera le sens le plus lié à la vie végétative. On peut dire qu'il émane d'elle, il est le début de la vie sensible, mais il est encore très proche. Et donc ce n'est pas étonnant si ce sens-là est très lié à la faculté végétative de nutrition, mais aussi à la faculté végétative de reproduction. Dans la nutrition, le corps physique est apporté à l'intérieur du corps, il est intégré. Et il s'intègre en passant par le toucher. Un toucher particulier, plus développé que je verrai après, à savoir le sens du goût. Dans la reproduction, dans la vie animale, on le voit, il y a véritablement tout le corps qui touche le corps de l'autre. Et c'est à travers ce toucher que l'instinct sexuel et le désir s'exercent. Dans l'acte sexuel, ce n'est pas seulement la main qui touche, mais c'est le corps entier qui peut servir et qui peut toucher le corps de l'autre. Évidemment, dans la reproduction humaine, le toucher n'est pas le seul sens qui s'exerce. Il y a aussi la vue, il y a aussi l'odorat. Mais fondamentalement, ce qui est le plus utilisé, ce qui est le plus directement utilisé dans l'acte de la reproduction, c'est effectivement le sens du toucher. On pourrait se demander si le plaisir sexuel, l'orgasme par exemple, est un effet du sens du toucher, un plaisir particulier du toucher. Et probablement qu'on devrait conclure que oui, parce qu'on ne voit pas à quel autre sens il pourrait se référer. L'orgasme n'est pas de l'ordre de la vision, n'est pas de l'ordre de l'audition, du goût. L'orgasme a rapport avec le sens du toucher, mais dans une réaction de plaisir intense. Et donc justement, ça c'est une autre propriété qu'on doit étudier par rapport au toucher. Très vite, il peut être lié aux notions de plaisir, mais aussi aux notions de douleur. Je veux dire par là que, étant directement en contact avec la réalité, la sensation du toucher peut être exagérée. Si par exemple on touche un corps qui est trop chaud ou trop froid, il y a douleur. Et au contraire, lorsqu'on touche une réalité qui correspond, qui est harmonieuse avec les facultés de ce sensible-là, il peut y avoir un grand plaisir, comme justement cela se voit dans la nourriture, mais aussi dans l'ordre de la reproduction, même si le plaisir de la nourriture a une caractéristique particulière qui est le goût et qui n'est pas réductible au toucher. Il y a dans le goût un sensible propre qui est différent du toucher, mais que je le verrai dans la leçon suivante. Alors quels sont justement les sensibles propres que touche, qu'atteint ce sens particulier qu'est le toucher? Eh bien, ils sont nombreux, mais ils sont tous la caractéristique d'être justement de l'ordre du tactile. Et je ne veux pas dire par là que le toucher prend exclusivement la main, même si la main humaine est le sens du toucher le plus spécifique, avec des qualités, des câblages nerveux qui vont dans le cerveau extrêmement adaptés à la main. Il y a des parties du corps qui sont beaucoup moins sensibles que le sens du toucher, que la main, pardon, par rapport au sens du toucher. Alors, les qualités sensibles, propres au toucher, sont souvent dans le contraire. Par exemple, il y a le rugueux et le lisse, mais il y a aussi le froid et le chaud. Et entre toutes ces qualités, depuis le rugueux et le lisse, il y a toutes sortes de nuances. Par exemple, quelque chose de soyeux, c'est un lisse, mais particulier, très doux. De même, entre le froid et le chaud, il y a toutes les nuances possibles. Le très chaud, le tiède, le froid, le très froid. Et puis à un moment donné, on dépasse les capacités de cette sensation, qui a une limite particulière par rapport au froid et au chaud.
Au-delà d'un certain froid, au-delà d'un certain chaud, l'organe lui-même est détruit. Mais en fait, en se penchant un peu plus sur ce qu'on ressent à travers le toucher, on voit qu'il y a d'autres nuances du sensible propre qui ne sont pas réductibles aux 4 que je viens d'indiquer. Par exemple, le sec, l'humide. C'est quelque chose de particulier. Il faut l'avoir expérimenté pour se rendre compte que ce n'est pas réductible au lisse, au rugueux, au froid et au chaud. Même si après, ces 6 qualités sensibles propres que je viens d'indiquer peuvent se mélanger. Par exemple, le sec froid, ça sera par exemple ce qu'on ressent en touchant du fer. Le sec chaud, ça pourra être ressenti en touchant du sable, mais c'est aussi quelque chose de grumeleux, de granuleux, pas de rugueux, puisque c'est souple, ça coule dans la main. Bref, il y a toute une foison de sensations qui relèvent du toucher, et on pourrait relever le nom de ces sensations. Ils sont multiples. Pointus, le plat, conduisent, ou plutôt sont perçus par un toucher particulier. Alors, tout ce que j'ai décrit jusqu'ici, ce sont des sensibles propres. Mais en fait, le toucher a la propriété d'être perçu aussi par le mouvement de la main et le mouvement du corps. Et donc, en touchant une surface et en bougeant, on peut percevoir des sensibles communs, c'est-à-dire des choses, une donnée sensible qui peut être perçue aussi par d'autres sens. Par exemple, le nombre, donc la quantité discrète. On peut voir, par exemple, par terre qu'il y a un certain nombre de bonbons qui se sont renversés. Et on peut aussi le toucher en mettant ses mains si on est aveugle et on sent bien cette quantité. De même pour la quantité continue, donc la grandeur. Toucher une surface en bougeant sa main, c'est avoir une certaine conscience de sa grandeur. Et puis il y a d'autres sensibles communs qui sont en rapport. La figure, par exemple. Un aveugle qui veut essayer de se donner une idée de la figure de quelqu'un qu'il voit, met ses mains partout et les passe. Il a des sensations de douceur, mais aussi de volume. Et il peut se donner une petite idée. Mais une idée tout de même tout à fait beaucoup moins précise que le sens de la vue, de la figura, du visage, de celui ou de celle qu'il essaye de percevoir. D'autre part, cette sensation particulière du toucher dépend de la durée. On ne ressent pas la même chose en laissant sa main doucement sur un objet et en le passant rapidement sur cet objet. Il y a un mélange des sensibles propres, des sensibles communs, donc une perception qui est extrêmement qualitative et quantitative. Alors j'ajouterai encore, pour approfondir, le lien du sens du toucher avec la vie végétative. Toujours pareil parce que le toucher est en contact direct avec la réalité sentie. Que le toucher a aussi un lien particulier avec l'instinct de survie. Je veux dire par là que si on touche par exemple une surface brûlante, aussitôt la main s'en va. Et ça se passe d'ailleurs souvent par un réflexe, ça ne passe même pas par une décision du cerveau. Il y a un système nerveux particulier qui rejoint uniquement la moelle épinière et qui commande à la main de s'en aller, ce qui fait gagner un temps précieux et évite de détruire l'organe. De même, si on tombe par hasard, sans la voir, sur une réalité par le toucher qui est répugnante, il y a un sursaut de repli extrêmement rapide, extrêmement fort. On aurait eu moins ce sursaut si par exemple l'araignée, on l'avait vue parce qu'il y a une certaine distance. Mais si on la touche et qu'on devine tout d'un coup, qu'on prend conscience qu'il y a là un animal qui peut être dangereux, aussitôt il y a panique, fuite, etc. Ça, c'est encore lié au fait que le toucher prend contact directement, sans distance, avec la réalité qui est perçue. Le caractère intentionnel qui arrive avec la vision et qui fait que la réalité perçue ne rentre en nous que par une image, et donc une émanation d'elle qui n'est pas dangereuse. De là, on peut se demander quel est le but du sens du toucher, et donc en conclure que son but premier est au service de notre vie végétative et de ses instincts fondamentaux, donc survie, reproduction. C'est donc le sens le plus fondamental, le plus humble, mais aussi le premier.
À côté de ça, le sens de la vision, on trouvera beaucoup plus facilement une orientation vers notre vie spirituelle. Par la vision, on s'élève. Par le toucher, on est humble face à la réalité. On baisse plutôt son visage. Il y a moyen pour l'homme de spiritualiser le sens du toucher. Ne serait-ce que parce qu'il lui est possible, par sa liberté, de spiritualiser toutes ses activités. Et donc, par exemple, par la nourriture, le toucher, qui est aussi un goût, peut être mis au service de la vie familiale, de l'amitié. La sexualité, qui implique beaucoup le sens du toucher, peut être mise au service de l'amour, de celle à qui on s'est donné entièrement. De même, le sens du toucher peut être mis au service d'un art particulier, par exemple la statue. C'est vrai qu'une statue ne se regarde pas seulement, elle peut se toucher, parce qu'il y a dans le marbre, lorsqu'il est poli, à un certain degré de finesse, une sensation particulière qui est à la fois lisse, douce, un peu froide. Ce sens étant fondamental, on le voit d'ailleurs dans la religion chrétienne, c'est à travers lui, et à travers le sens du goût, et à travers la faculté d'assimilation que l'Eucharistie, qui signifie le rapport de l'âme à Dieu, a été instituée. Et on voit bien le rapport, puisque le sens du toucher, le fait de recevoir l'hostie, par exemple dans sa main ou sur sa langue, est le sens le plus proche de la réalité. On voit bien par là qu'il y a une intention de cette religion de manifester l'union intime que doit avoir l'âme avec la réalité spirituelle que représente Dieu, présent dans l'Eucharistie. Comment ? Dans le domaine le plus mystique des religions les plus profondes, tout a été incarné en fonction de la nature humaine, et le sens du toucher y a trouvé sa part. De même, autre réalité spirituelle d'ordre sacré dans la religion chrétienne, c'est justement l'acte sexuel. Un saint disait, le lit conjugal est l'endroit où se célèbre le sacrement de mariage. Ce n'est certainement pas le seul endroit, mais c'est certainement l'endroit le plus source de plaisir, qui réalise l'amour. Eh bien, dans cet acte-là, qui peut être source du vie, le sens du toucher a une importance absolument fondamentale. À la rigueur, il n'y aurait que le toucher et ça pourrait se réaliser. Pour manifester cela, la Bible va jusqu'à employer au tout début de son écriture l'expression suivante « ils ne feront plus qu'une seule chair ». En réalité, un homme et une femme unis sont deux chairs, mais il y a tellement une proximité corporelle à travers le sens du toucher qu'on peut quasiment dire qu'ils font une seule chair. En tout cas, l'intention de leur cœur, si elle est en harmonie avec ce qu'exprime leur corps, devrait tendre à cela. Alors à la suite du toucher, et en le laissant dans la même vidéo, je voudrais aborder le sens du goût. Parce que le sens du goût est finalement très proche du sens du toucher, en ce sens que lui aussi implique le contact direct avec la réalité perçue. Mais en même temps, il est un sens radicalement nouveau, parce qu'il implique un sensible propre, ou plusieurs sensibles propres, radicalement différents, et que le toucher ne peut pas atteindre. On le voit facilement. Toucher du sel dans sa main, ce n'est pas du tout la même sensation que de le poser sur sa langue et d'en éprouver le goût. Dans le sens du toucher, on a quelque chose de sec et de rugueux, et dans le sens du goût, on a une saveur particulière que aucun autre endroit du corps ne peut ressentir. Ce qui veut dire que le sens du goût est lui aussi lié à un organe particulier, spécifique, avec des cellules adaptées. Donc un fonctionnement que les scientifiques précisent tout à fait bien. Et il y a un système nerveux qui va actuer dans le cerveau une faculté particulière qui n'est pas celle du sens du toucher. Donc le sens du goût est localisé dans la bouche. Et immédiatement, ce qui apparaît, c'est qu'il est directement lié à l'aliment
et donc lui aussi est directement et naturellement lié à la vie végétative. Il est au service de la nutrition, directement. Il permet d'avoir un certain plaisir, mais ce plaisir pris en lui-même est lié dans la vie animale à la faim. Plus la faim est là, et plus le plaisir de la nourriture qui passe par la bouche est intense. Un animal qui serait repu, on peut lui mettre sur la langue quelque chose, à la rigueur, il n'en éprouvera plus de plaisir. Sauf si c'est particulièrement bon, comme on le voit avec nos animaux domestiques. L'homme a la particularité qu'il peut, toujours par sa liberté, finaliser le sens du toucher par sa vie spirituelle. Et c'est là qu'apparaît tout un art du goût, d'une finesse extraordinaire, avec des noms, des dénominations des différents goûts qui sont tellement nombreux, tellement spécifiques qu'on n'a pas assez de vocabulaire pour les déterminer. Traditionnellement, les spécialistes du goût, lorsqu'ils voulaient déterminer le sensible propre qui était présent dans tous les goûts, en avaient défini une certaine quantité, comme l'amer, le salé. Mais en réalité, c'est tellement qualitatif. Chaque aliment peut avoir des nuances tellement précises, on le voit particulièrement pour le vin, que ces qualifications-là ne peuvent pas rendre compte de ce que le toucher permet. Ce qu'on constate par contre, c'est que les gens qui ont un sens du toucher particulièrement affiné ont besoin pour l'éprouver de mastiquer. Il ne suffit pas de poser sur le bout de la langue un aliment fin, par exemple le vin. Il faut le faire passer, il faut qu'il dégage ses parfums et il va avoir un rapport avec le sens de l'odorat. Au point que certains disent que si on prive un homme de son odorat, on le prive d'une grande partie de son sens du goût. Et c'est pourquoi le sens suivant que j'étudierai sera justement le sens de l'odorat. On voit qu'il y a donc un rapport, comme si le toucher était le fondement, et il est présent dans le goût, parce que la nourriture a une texture qui est de l'ordre du toucher aussi. Le goût ne suffit pas, il y a un moelleux, ou un grumeleux, ou quelque chose comme ça, qui s'ajoute au goût et qui est de l'ordre du toucher. Mais d'autre part, ce goût lui-même est ordonné, ou plutôt complété, par le parfum qui émane de ce goût. Ce rapport intime entre les divers sens, d'ailleurs, permettra peut-être de poser, un peu plus tard, une faculté commune à tous les sens, qui en fait se trouve dans le cerveau, et qui fait qu'ils sont en harmonie. Cependant, on doit l'affirmer, il y a pour le goût des sensibles propres, que je ne peux pas qualifier ici. Le fruité, est-ce que c'est de l'ordre du sucré, du salé? Est-ce que c'est de l'ordre de l'amer? Non, c'est quelque chose d'unique, de particulier, qu'il est difficile de classer. Par contre, l'onctueux sucré implique un toucher, ce qui est onctueux, c'est plutôt de l'ordre du toucher, et le sensible propre, à savoir le sucré, qui ne peut être senti, lui, que par la langue. Donc comment distinguer sensible du toucher et sensible propre du goût? Eh bien en se demandant si par exemple le côté onctueux peut être ressenti par un autre organe que la langue, comme par exemple la main. Et oui, la main peut ressentir l'onctueux, parfois, dans certains tissus, etc. Il y a dans l'exercice du toucher une altération de l'organe, à savoir la langue. Elle en est influencée par des récepteurs spécifiques et elle en reste influencée parfois longtemps, au point que si on mange un aliment particulier, on n'aura pas la même sensation avec le vin qui l'accompagne. Et aussi, l'organe en question étant lié au toucher, étant en contact direct avec l'aliment, il peut être détruit par quelque chose qui a une qualité excessive, qui dépasse la capacité de survie de cet organe fragile. Par exemple, un aliment trop chaud ou trop froid peut brûler la langue et faire disparaître pendant un certain temps le sens du goût. Si on veut analyser la nature de ce sens du goût, on pourra dire qu'en fait, il a la capacité
de s'intégrer intentionnellement une propriété particulière à la substance qu'il reçoit, donc il n'intègre pas dans le cerveau l'aliment lui-même. Non, c'est quelque chose qui émane de cet objet qui passe dans la sensation. Seulement, il est beaucoup plus riche, cette qualité sensible propre est beaucoup plus riche que ce que donne le sens du toucher. Il y a des qualités particulières, uniques, que le sens du toucher ne pourra pas atteindre. Donc c'est un sens beaucoup plus fin, et que tous les vivants n'ont pas. Et de même que le bébé, dans la genèse du petit embryon, n'a pas à un certain moment, mais qu'il développera bien après le sens du toucher. Si le toucher, comme je l'ai dit, est finalisé d'abord et par nature à la vie végétative et à la nutrition, il peut donc être, de manière très fine, à travers des qualités artistiques du gourmet, être finalisé à l'art de la table, mais aussi à une finalité morale, la vie familiale. On en a l'exemple dès l'Ancien Testament dans la Bible, quand Isaac demande à son fils Ésaü d'aller lui préparer un régal, un repas formidable avec du gibier, afin que son âme se réjouisse, parce que son corps se réjouira. Et comme ça, il pourra le bénir et lui donner, parce qu'il va mourir, tout ce qui spirituellement peut lui être communiqué. De la même façon, la vie, non seulement spirituelle, mais mystique de l'être humain, a pu ordonner le sens du toucher à la vie spirituelle. Par exemple, encore une fois, dans l'Eucharistie, le vin, avec sa saveur particulière, qui est donné, ce n'est pas seulement du pain, qui peut avoir un goût plus fade, c'est le vin, qui signifie un goût plénier, source de joie aussi à cause de l'alcool qui est dedans, mais source de parfum et d'un plaisir extrêmement, comment dirais-je, cultivé. Le Christ se fait vin, ou plutôt est présent, à travers les espèces du vin, de manière à signifier la plénitude du débordement de ce don qu'il fait à l'âme humaine. Donc à travers un symbole matériel, sensible, le goût, il signifie une réalité spirituelle qui n'est pas seulement celle du pain. Le pain, il est la substantifique moelle qui permet de vivre, mais il signifie l'épanouissement d'une joie qui n'aura pas de fin, qui sera probablement source de plaisir éternel. Voilà ce qui est présent dans ce symbole de l'Eucharistie à travers le vin. Alors après le sens du goût, je voudrais aborder le sens de l'odorat. Et si je l'aborde maintenant, dans cet ordre-là, c'est justement parce qu'il a un lien très direct avec le sens du goût. Au point que, lorsqu'on regarde le fonctionnement du sens de l'odorat, on peut discerner deux exercices. Un qui est indépendant du goût, et qui consiste à percevoir les odeurs, comme cela, pour d'autres finalités, et un qui est absolument lié au goût, au point que non seulement il change le goût, mais il permet, lorsqu'une nourriture est avariée, qu'on s'en méfie, eh bien, de vérifier, comment dire, si on peut la manger, simplement en la sentant. En effet, le rapport avec l'odeur, le parfum, est moins intime que le rapport avec le goût. Lorsqu'on goûte, on introduit dans son corps une substance qui peut être nuisible et qui va être intégrée à notre être. Et donc si on s'en méfie, il est beaucoup moins risqué, c'est évident pour le vivant, de le sentir avant. L'odeur qui en émane est certainement moins toxique. Et cette considération permet tout de suite de se pencher sur la finalité de ce sens. En fait, ce qu'on constate, c'est que ce sens est très directement lié à la vie végétative. Et ceci est particulièrement net chez les animaux. Il est au service direct de la nutrition et de la reproduction. Chez les animaux inférieurs, il y a même quelquefois une faculté de sentir qui est tellement performante qu'ils peuvent discerner une molécule odorante à des kilomètres et se diriger vers la source uniquement grâce à cette molécule. On le voit chez certains papillons qui possèdent un organe d'essence comme un plumet sur la tête, et c'est ce qui leur permet de trouver par exemple leur femelle. Chez eux, chez ces animaux inférieurs,
donc qui n'ont pas une capacité à choisir eux-mêmes des moyens en vue de leur finalité, le sens de l'odorat peut être extrêmement puissant et en rapport avec la reproduction. C'est aussi une chose qu'on remarque chez les animaux supérieurs, c'est-à-dire les animaux qui sont capables de certains choix libres concernant les moyens, comme les mammifères, etc. Il est clair que leur reproduction est très liée à l'odeur. Il émane du corps de la femelle des phéromones, des hormones particulières, qui manifestent à l'animal qu'elle est prête. Et donc le mâle va se diriger vers elle, dans ce cas-là. Le langage des odeurs est partout présent dans le monde animal, et on le constate déjà dans le monde des plantes, qui met le parfum, l'odeur, au service de sa reproduction. Sauf que la plante, évidemment, n'a pas de sensation. Mais curieusement, elle met à disposition des insectes qui vont polliniser des parfums qui les attirent. Donc il y a un rapport entre la vie des végétaux et la vie des animaux. Il n'y a pas une rupture absolue. Tout cela forme un microcosme qui collabore. Pour ce qui est de l'homme, il faut remarquer que l'odorat est beaucoup moins utile pour le domaine de la reproduction. Je dirais même que, curieusement, dans les pays civilisés, civilisé ça veut dire se détachant de plus en plus de la nature, c'est plutôt ça que je devrais dire, il y a une volonté presque universelle de se détacher des odeurs corporelles. On les fuit, comme si elles nous rappelaient notre animalité. On les fait disparaître en se lavant, mais aussi par du parfum. Et en tout cas, il est clair que l'odorat n'a aucun impact, en tout cas conscient, sur le domaine de la reproduction. D'abord parce que la femme est réceptive à toute période, mais aussi parce que ce n'est pas là-dessus que l'homme est attiré vers la femme. C'est plutôt par le sens de la vue. Pourtant, curieusement, il y a des parfums artificiels, des parfums qui ne sont pas produits par le corps humain, parfums de fleurs, parfums de parfumeurs, qui vont être utilisés et qui, eux, subtilement, sont mis au service, comment dirais-je, de la séduction, de la formation des couples. Pourquoi est-ce que ces parfums-là ont un rapport dans la rencontre entre les hommes et les femmes, dans cette alchimie subtile qui peut se faire, et pourquoi ce ne sont pas les odeurs corporelles, naturelles? Sans doute parce que la sexualité humaine, justement, n'est pas exclusivement dirigée vers la reproduction, mais qu'elle a une première finalité qui en fait aussi son fondement, et qui est l'amour, l'engagement. Si la sexualité humaine était exclusivement ordonnée à la reproduction, comme ça se passe dans le monde animal, il est probable que les odeurs corporelles manifesteraient les périodes fécondes. Mais ce n'est pas le cas. C'est une chose à considérer pour bien voir ce qui est spécifique à la sexualité humaine. Une sexualité qui, normalement, naturellement, est plus spiritualisée. On en a un autre signe dans le fait qu'elle se fait naturellement, face à face, donc dans une relation plutôt de dialogue, alors que chez les animaux, elle est plus habituellement ventre contre dos, et c'est justement parce qu'elle est liée très profondément à la reproduction, comme finalité exclusive. Alors il faut remarquer que les anciens philosophes n'avaient pas compris ce rapport de la sexualité à l'amour. Il faut dire qu'à une certaine période, les femmes n'ayant pas accès aux études, elles étaient dans un monde totalement différent du monde de l'homme. Et Aristote, par exemple, n'envisage pas d'amitié avec une femme. Il envisage plutôt de l'amitié entre philosophes, donc en vue de conversations profondes. Fort heureusement, dans le monde moderne, où l'égalité de droit des sexes a fait que les études sont les mêmes, l'amitié totale, y compris intellectuelle, est possible entre un homme et une femme, même si les goûts, les passions sont de toute façon différentes. Chez des philosophes anciens et même chez saint Thomas d'Aquin, on disait que la sexualité avait comme finalité exclusive la reproduction. Et il posait aussi des finalités secondes, comme par exemple le remède à la convoitise. Mais il n'avait pas pensé que la sexualité pouvait être liée à l'amour, alors que la Bible, elle, dès le commencement, et Jésus, lorsqu'il rétablit cet ordre biblique, parle bien de l'amour. Quand Adam s'écrie
pour le coup, celle-ci est la chair de ma chair, l'os de mes os, ce qui indique un amour. Et quand Jésus dit « l'homme quitte son père et sa mère pour s'attacher à sa femme ». Donc on le voit, l'odeur, le parfum, a un rapport symbolique avec cela. Alors, la deuxième finalité immédiate du sens de l'odorat, c'est aussi la nutrition. Et ça se voit aussi dans le monde animal. Alors c'est une chose particulièrement développée chez certains animaux, comme les vautours par exemple, qui peuvent repérer des proies à des kilomètres, des dizaines de kilomètres à l'odeur, et qui vont comme des flèches se diriger vers le cadavre pour se nourrir. On le voit aussi chez les chiens, avec leurs ancêtres les loups, qui ont un odorat tellement développé, des milliers de fois plus développé que nous, qu'il est un petit peu pour eux l'équivalent pour nous du sens de la vue. Il leur permet une vision précise, très discernante, d'une odeur particulière cachée parmi des milliers d'autres odeurs. Chez l'homme, au contraire, le sens est très peu développé, mais il a tout de même une utilité beaucoup plus importante pour ce qui est de la nutrition. Et pas seulement une nutrition pour subsister, mais une nutrition de l'ordre du gourmet. On voit à quel point, par exemple, ceux qui testent les vins, qui les goûtent, qui en apprécient les parfums, se servent de leur odorat, et pas seulement de leur goût. Je dirais même qu'ils commencent par l'odorat. Et c'est la même chose pour discerner des fromages, des qualités de lait, pour ceux qui ont le sens qualitatif de ces aliments-là. Alors, l'odorat pour l'homme, n'étant pas exclusivement ordonné à une nutrition pour survivre, eh bien il devient aussi un art. Ça veut dire qu'il est ordonné à une nutrition gastronomique, et même quelquefois une nutrition familiale, en vue de l'accord des membres qui s'aiment dans une famille. Et donc lui aussi s'affine, se développe vers des qualités de plus en plus subtiles, que l'animal, lui, ne peut pas mettre au service de sa vie, puisque l'animal est ordonné par son instinct vers la nutrition subsistance. Je ne veux pas dire par là qu'un animal ne peut pas apprécier le goût des bons aliments, on le constate chez les chiens, mais c'est quelque chose qui va copier chez l'homme, et qui dans la nature n'arrive pas. Un chien dans la nature, ou un loup, mange tout ce qu'il peut, autant qu'il peut, aussi rapidement qu'il peut, et puis il s'arrête. Et c'est bien parce qu'ils sont en contact avec nous que les animaux pourront ne pas vouloir de certains aliments et aimer davantage d'autres aliments. Alors ce lien de l'odorat avec, chez l'homme tout de même, parce qu'il reste un animal, la nutrition et la reproduction, est très lié aux notions d'attirance et de dégoût. Et ça c'est valable dans les deux. Comme je le disais, pour la reproduction, les odeurs corporelles dégoûtent en général. Au moins pour ceux qui aspirent à une sexualité spiritualisée. Peut-être que pour ceux qui aspirent à une spiritualité plus animale, au contraire, les odeurs corporelles les attireront. En tout cas, il y a là un critère, un signe qui permet de discerner ce qu'un homme entend par sexualité. Les parfums subtils des femmes, des hommes, adaptés, extrêmement fins, peuvent attirer. Ils peuvent signifier des choses. Un parfum fort, agressif, signifiera par exemple un caractère qui est en rapport. Un parfum délicat, subtil, pourra signifier un tempérament plutôt délicat, subtil, discret. Pour la nourriture, c'est la même chose. Il y a certaines odeurs qui dégoûtent. L'odeur de putréfaction d'une nourriture provoque un rejet immédiat. L'odeur de chlore qui émane d'une nourriture, l'odeur d'acidité qui émane d'une nourriture avariée. Immédiatement, il y a une réaction de rejet. Évidemment, ce dégoût peut être orienté, peut être modifié par la volonté humaine. Par exemple, on sait que nos ancêtres du Moyen-Âge aimaient le parfum de la viande avariée, qu'ils appelaient ça faisandé. Évidemment, comme parfois c'était trop fort, ils mettaient des parfums par-dessus, des sauces très fortes, pour tout de même que l'odeur de putréfaction ne soit pas que là, parce que là, il y a un dégoût naturel, évidemment.
Cependant, pour attendrir la viande, il la faisait souvent faisander et il l'appréciait comme cela. Donc ça montre qu'on peut, par sa volonté, par son art, dépasser ce qui est naturel à l'homme, à savoir le dégoût pour tout ce qui est charogne. Alors encore une considération, on remarque que le sens de l'odorat est le sens le plus fragile, qui se fatigue le plus vite, en tout cas chez l'homme. Je veux dire par là que on sent une odeur, et puis on peut s'y accoutumer et ne plus la sentir du tout, alors qu'elle est toujours présente. Ça semble beaucoup moins vrai chez le chien, qui lui peut suivre des odeurs sur des kilomètres et quelquefois des mois après. Lui ne se fatigue pas, sans doute parce que son cerveau est orienté principalement vers ce sens-là. Et on le voit d'ailleurs à la taille de son nez, enfin de sa bouche. Il a des cellules sensorielles extrêmement plus développées que les nôtres. En tout cas, pour l'homme, c'est le sens le plus fragile, sans doute parce que c'est le moins utilisé. Il a une utilité, comme je le disais, pour prévenir par rapport à certains aliments dangereux, donc une survie immédiate pour des choses particulièrement visibles. Quel est l'organe du sens de l'olfaction? Donc c'est bien évidemment le nez, mais c'est probablement aussi un petit peu la langue. Il y a un rapport entre les deux. En tout cas, on sait très bien que les cellules qui sont sensibles aux parfums, aux odeurs, sont dans le nez. Et donc ça se passe à travers la respiration, inspiration, expiration. Et il y a tout un système nerveux qui mène les signaux électriques provoqués par ces molécules subtiles qui se promènent dans l'air et qui viennent se fixer. Donc ce système amène l'information jusqu'à un organe particulier dans le cerveau, un organe qui est ordonné à cela, un organe qui peut s'éduquer, comme on le voit chez certaines personnes qui savent discerner beaucoup plus d'odeurs par entraînement. Donc là encore, on est obligé de tomber en admiration devant ce que la nature a fait, à savoir le fait de transformer l'empreinte d'une molécule odorante en un signal particulier, tout à fait adapté à telle odeur, avec une grande subtilité en fait, puisque certains nez peuvent reconnaître des milliers d'odeurs différentes et leurs nuances. Et tout cela passe dans le cerveau, est retranscrit en informations subjectives, qui sont aussi d'une grande subtilité. Évidemment, un homme qui n'a pas d'entraînement par rapport à son odorat reconnaîtra beaucoup moins d'odeurs. Alors je voudrais terminer, comme pour chaque sens, par ce que l'homme peut faire par son esprit et la finalisation d'ordre spirituel, voire mystique, c'est-à-dire lié au sens profond de la vie, à la sagesse, qu'il peut faire avec le sens de l'odorat et avec les parfums. Le parfum étant quelque chose de subtil, qui s'envole, qui disparaît, parce qu'il est souvent lié à une fumée. En tout cas, chez les anciens, c'était le cas pour l'encens. Il est devenu souvent le symbole de la prière qu'on adresse à Dieu. Et donc partout dans les civilisations, on faisait brûler de l'encens devant les dieux ou devant Dieu pour signifier la prière. Et le parfum montait comme une bonne odeur, et on pensait qu'il allait jusqu'au ciel, qui était la demeure de Dieu ou des dieux. Donc, partout, en tout cas en Égypte antique, dans l'Église catholique, mais certains pays aussi d'autres mondes, d'Amérique du Sud, l'encens, le parfum, certains parfums qu'on fait brûler, avaient une signification religieuse. Dans la maison, il y a aussi cette utilisation du parfum pour mettre un climat particulier, des parfums d'ambiance, qui sont ordonnés cette fois non plus à la vie spirituelle, à la vie mystique, mais plutôt à la vie familiale. Ce sont souvent les femmes qui pensent à utiliser le parfum dans les maisons. Les hommes sont beaucoup moins sensibles à ça, peut-être parce que le parfum est quelque chose de plus féminin, de plus subtil, de plus lié à une grâce ténue qui passe, qui n'est pas utile, comme par exemple ce qui plaît à l'homme, à savoir des réalisations concrètes qui durent. Ce n'est pas pour rien que, traditionnellement, faire un cadeau à une femme, c'est des fleurs. La fleur coupée plutôt que la plante, sans doute parce que le cadeau qui passe, mais qui fait plaisir, qui est une petite intention, un parfum
qui en émanent touchent davantage leur sensibilité. Et le cadeau de l'homme, ce sera plutôt, souvent, un cadeau utilitaire. Quelque chose qui est stable, qui dure, qui met une sécurité dans la maison. Donc les hommes sont moins sensibles à la question du parfum que les femmes. Et cela a été de tout temps, en tout cas dans toutes les civilisations. On voit partout les femmes, par une coquetterie naturelle, par un sens plus important de la beauté de leur corps, parce qu'elles savent que c'est ce qui plaît à l'homme. On les voit partout utiliser le parfum. On peut en témoigner dans l'Égypte antique, où on voit des représentations de femmes qui à l'époque utilisaient des parfums à base d'huile. Alors que maintenant, en Occident, on utilise plutôt des parfums à base d'alcool, donc des parfums qui s'évaporent plus vite. Donc on se souvient sur les représentations égyptiennes de femmes très gracieuses avec sur la tête un chapeau en forme de cône qui en fait est une motte de graisse parfumée qui petit à petit au cours de la soirée pourra couler et pourra imbiber leurs vêtements, leur corps. Il émane d'elles ce parfum perpétuellement, un parfum beaucoup plus lourd parce que c'est l'Orient. Les hommes, lorsqu'ils cultivent leur virilité, parfois se contentent du parfum corporel habituel, parfum de sueur, de transpiration, de travail. Et les hommes, lorsqu'ils se féminisent, eux aussi se mettent à utiliser davantage de parfums artificiels, de type féminin. Et donc, il est bon que l'homme se féminise un peu, mais il est bon qu'il garde sa masculinité. Donc les parfums masculins ne doivent pas être tout à fait les mêmes que les parfums féminins. Et il y aura dans les fragrances masculines un rapport plus avec de l'ambré, du musc, des choses comme cela. En tout cas, c'est tout un art que les parfumeurs développent avec une grande subtilité, et je me garderai bien d'aller plus loin dans ces considérations qui me dépassent un petit peu.